Transmutation poursuit son voyage en transhumanie, ça leur donnera de l'inspiration. Et donc après ce matin, avoir écouté la vision de la révolution démocratique, suivie par un message quand même très fort sur l'importance et l'urgence de faire la révolution des énergies, on en arrive comme dans la tradition de transmutation à se dire, et nous, l'entreprise. Et l'entreprise, ici, a cette particularité, c'est une entreprise qui est très intégrée dans tout ce qui est la révolution numérique, et plus particulièrement le big data. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Deleteuil. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas pour ceux qui étaient présents, en 2011, Transmutation avait déjà reçu un autre Sébastien de Halleux, et je me suis dit, il y a quand même pas mal de similitudes entre les deux. Même âge, même ambition, même talent, même discours vrai tous les deux, un petit côté gendre idéal, un engagement certain dans le sociétal. Rappelez-vous, Sébastien de Halleux soutenait la Khan Academy. On était dans les réseaux sociaux, on est aujourd'hui dans les réseaux de données. Sébastien est un expert en business intelligence et en analyse des données numériques. Il a un diplôme de Solvay, puis de Harvard. Il a été formé, comme certains de nos autres orateurs, chez McKinsey. Et en 2009, il fonde la société Real Impact Analytics, qui veut créer de la valeur à partir des données issues des télécoms. Alors Sébastien, tu expliques, j'étais souvent en contact chez McKinsey avec des opérateurs télécoms, j'ai constaté qu'ils disposaient de montagnes de données sans pour autant les exploiter. C'est alors que m'est venue l'idée de fonder Real Impact Analytics, une société spécialisée dans les logiciels analytiques. En 2015, tu développes un projet, Data for Good, en utilisant ces fameuses analyses de données pour prévenir les crises et la pauvreté en Afrique. Et tu dis, nous avons pris le parti de nous concentrer sur les pays émergents et de nous focaliser sur les opérateurs télécoms en leur demandant de collaborer et de tirer de la valeur ajoutée de leurs données dans le but d'améliorer la relation avec le client. Ce projet couvre l'ensemble des domaines du développement de produits du marketing et de communication. C'est ainsi que nous sommes parvenus en 5 ans à travailler pour les 5 plus importants opérateurs télécoms au monde, comme l'Afghanistan et la Zambie. Le MIT t'a désigné comme l'un des principaux innovateurs de moins de 35 ans. Real Impact Analytics s'est vu attribuer par Innoviris le prix RISE récompensant les starters innovants. En 2016, c'est une année phare pour ta société, puisqu'il y a une levée de fonds de 12 millions d'euros, et ta société remporte le titre d'entreprise prometteuse de l'année. Quel parcours! Intéressant, tu as donné un interview à l'Écho, disant il y a 2 comportements qui t'insupportent. Le gaspillage et la maximisation du profit. Le gaspillage, et on fait le lien avec l'orateur précédent, c'est l'argent que l'on dépense pour des choses inutiles ou superflues. Tu prends un exemple provocateur, la voiture, comme tout le monde sait. La voiture, la plupart du temps, elle est garée à 95%. C'est une forme de gaspillage. Il serait grand temps qu'on repense l'usage de la voiture en usage et plus en propriété. La maximisation exagérée du profit. C'est la frontière, dis-tu, entre le profit sain pour une entreprise, sa mission, son écosystème et le partage, puisque tu as ouvert ton capital très largement aux membres de ton personnel, et tous les comportements non désirés qu'on constate aujourd'hui, l'évitement, la fiscalité, les ententes, la délocalisation, etc. Et tu ajoutes aussi, comme consommateur et comme investisseur, chacun peut influencer les décisions d'une entreprise. C'est ce qu'on essaye de défendre à Transmutation, et je crois que c'est un peu le message qu'on a donné depuis hier. À petite échelle, il faut donc commencer par promouvoir les entreprises qui reflètent ses propres valeurs. Alors tu as des formules magiques. Investissez en vous, c'est une formule toujours gagnante, et restez curieux. On est impatient de t'entendre et on est persuadé aussi que dans ta vision du numérique, il y a une vision éthique et durable. Le propre de tout entrepreneur, c'est qu'il doit être aussi très
très modeste et très humble parce que je suis malheureusement dans un secteur où on peut avoir un jour merveilleux, une très grande croissance et puis disparaître le lendemain. Donc je vais remercier Stanislas pour cette introduction, mais aussi vous dire, écoutez, je suis avant tout un passionné de la technologie. J'essaie de me battre dans une industrie qui est très dynamique. J'essaie de montrer que le potentiel de la Belgique peut rayonner au-delà de nos belles frontières. Mais voilà, c'est toujours une industrie qui bouge beaucoup. On va voir comment ça. C'est le temps qui nous dira si ce sera une belle réussite ou non. J'avais évidemment beaucoup de possibilités, de directions ou de messages clés à potentiellement pouvoir partager. Je vais décider de prendre l'angle vraiment de la passion du big data. Donc je ne vais pas tellement vous parler de ce que je fais au quotidien. Je vais montrer peut-être une ou deux applications que j'ai développées pour les opérateurs télécoms. Je vais rester dans le général, juste pour quelque part vous montrer que je suis très actif dans le domaine. Voici une photo de mon entreprise. C'est une photo qu'on a prise pour célébrer la levée de fonds, pour vous montrer aussi que derrière tous les gens qui travaillent dans le big data, il y a des gens qui sont passionnés, il y a des émotions et il y a une aventure tech. Stanislas l'a mentionné, c'est assez rare qu'une start-up belge arrive à travailler maintenant avec 6 des 10 plus grands opérateurs télécoms. On est arrivé à convaincre un nouvel opérateur du top 10 à travailler avec nous le mois passé. La particularité de ma boîte, c'est que comme les Belges ne font pas confiance aux entrepreneurs belges, j'ai démarré dans les pays émergents. J'ai commencé à travailler en Côte d'Ivoire. De fil en aiguille, on a commencé à travailler avec plusieurs opérateurs à travers l'Afrique. On a immigré en Amérique latine, on a immigré en Moyen-Orient. Et alors enfin, on a gagné le droit de pouvoir travailler en Belgique. On a commencé à obtenir le droit de travailler en Europe. Ce qui est intéressant avec ce parcours, c'est que j'ai du coup travaillé dans une incroyable quantité de pays différents, avec des réglementations différentes, avec des régulations différentes. Et en Afrique, j'ai vraiment pu jouer avec l'ensemble des données qui sont disponibles dans cette géographie. Donc, je vais vous montrer aussi quelle est l'ampleur de cette révolution, pourquoi vous devriez clairement vous y intéresser. On parle non-stop des révolutions, et donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de cette révolution du big data. Je compte parcourir 3 points dans ma présentation. Je vais commencer donc avec quelques exemples du dernier cri pour vous montrer quelle est l'ampleur de cette révolution. Stanislas m'a demandé aussi de rendre ça assez concret et donc de vous donner quelques conseils pratiques qui peuvent être potentiellement pertinents pour vos organisations. Donc ça va être la partie où je vais montrer mon travail. Et puis alors enfin, je vais terminer avec des questions ouvertes, des enjeux sociétaux. Je vais faire de mon mieux pour ne pas baigner dans les lieux communs, ne pas utiliser tous les buzzwords qui sans doute vous donnent de l'urticaire. Vous allez devoir un petit peu supporter mon franglais parce que malheureusement le monde technologique ne se prête pas toujours aux traductions. Des employés de ma boîte se sont amusés à créer un bullshit bingo où quand j'utilise trop de buzzwords, certaines personnes crient bingo dans la salle. Je ne vous souhaite pas ce genre d'exercice dans votre organisation. Donc, je vais commencer juste par démarrer sur quelques exemples du dernier cri. Quelle est l'ampleur de cette révolution Big Data ? Je n'aime pas donner des définitions. C'est peut-être pas mon fort d'être académique et de commencer par définir les choses. Je préfère donner des exemples et je vais faire en sorte que ces exemples de dernier cri couvrent en fait les définitions du Big Data. Donc, vous allez voir que je vais m'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la collecte de données. J'espère vous apprendre des choses nouvelles. Je vais vous parler du dernier cri au niveau de l'analyse, de ce qui se passe au niveau algorithmique. Et alors enfin, comment est-ce qu'on lie ça à la prise de décision et aux actions ? Je suis désolé, en faisant les tests juste avant la présentation, j'ai vu que cette image n'apparaît pas très bien. Mais ce que je suis en train d'illustrer ici, en fait, c'est une énorme cartographie de l'ensemble des données qui sont collectées par Facebook. Et donc, en fait, chacune des petites lignes noires que vous voyez ici sont des boîtes qui contiennent des centaines de lignes de types de métriques, de types de logs, de types de transactions qui sont enregistrées par Facebook. Ça, aujourd'hui, c'est le dernier cri en ce qui se passe dans l'industrie au niveau de la collecte. Il faut se dire que ce qui est extraordinaire avec une entreprise comme Facebook, et ici, j'ai essayé de zoomer dans un seul de ces petits cadrans, il collecte vos informations d'identité, c'est nécessaire pour s'enregistrer.
Ils vont collecter l'ensemble de votre comportement sur le site, l'ensemble de votre graphe social et l'ensemble des manières dont vous interagissez avec ce graphe social. Tout ce que je viens de mentionner là, c'est juste ce petit bloc ici. Et ce petit bloc-là, c'était juste 5% de l'image précédente. On arrive vraiment à une ère avec le digital où tout est enregistré. C'est devenu tellement bon marché d'enregistrer des informations que les entreprises ont pris l'habitude d'enregistrer tout ce qui était disponible et on verra bien plus tard si potentiellement on peut l'exploiter, oui ou non. Un des buzzwords qui donne de l'urticaire, c'est de dire que voilà, la collecte de données, c'est la nouvelle forme de pétrole. Je n'aime pas cette phrase, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, collecter des informations est devenu une pratique de masse, est devenu une pratique assez généralisée. Quand on parle de Facebook, évidemment, on se dit, OK, ben, voilà, ça c'est une forme d'entreprise, c'est une plateforme tech, c'est une des tendances dans la collecte de données, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a des données qui sont collectées à travers le crowd. Certains d'entre vous avaient peut-être utilisé Waze pour venir ici aujourd'hui. C'est une plateforme en fait qui collecte l'ensemble de vos données de mobilité et comme vous êtes nombreux à partager vos données ensemble, vous permettez à l'ensemble des utilisateurs de la plateforme de bénéficier des informations à jour sur le trafic routier et d'avoir des recommandations sur les routes optimales pour ne pas perdre votre temps dans les embouteillages. Cette tendance de collecte de données à travers le crowdsourcing est une autre merveilleuse tendance qui montre ce qui se passe au niveau du dernier cri. Je vous invite à l'occasion à jeter un coup d'œil à une plateforme qui s'appelle Patients Like Me. C'est une plateforme américaine qui permet à l'ensemble des différents patients qui suivent un traitement à expliquer quels sont l'ensemble de leurs données médicales, l'ensemble de leurs données personnelles et comment est-ce qu'ils réagissent à un certain traitement. Ils sont arrivés à démontrer à travers cette plateforme que certaines études et essais cliniques étaient incorrects. Montrer que des effets secondaires qui étaient inattendus apparaissaient en combinant certains traitements. Ça, c'est l'avenir pour énormément, une très grande quantité d'industries, notamment médicales. Vous l'avez déjà vu aussi à travers la mobilité. Une autre tendance qui se passe au niveau de la collecte des données, c'est voilà, l'explosion attendue des capteurs, des sensors de l'IoT. Ce que je suis en train de représenter ici, c'est comment est-ce qu'une voiture autonome perçoit son écosystème. Il y a un laser en fait, qui est attaché sur le haut du capot, qui s'amuse à continuellement scanner tout ce qui se passe aux alentours et qui arrive à créer ce genre de cartographie. Ça, c'est la donnée visuelle que collecte la voiture afin d'interpréter son environnement et prendre des bonnes décisions. Est-ce qu'il faut tourner à gauche? Est-ce qu'il y a un piéton? Est-ce qu'il faut ralentir? Ah, le feu est rouge, il faut probablement que je change les vitesses. En fait, ici, je vous ai donné 3-4 exemples de ce qui se passe au niveau de la collecte de données, simplement pour vous dire, regardez, on est vraiment dans un monde et dans une tendance où la collecte est devenue une collecte de masse. C'est devenu généralisé sur l'ensemble des différents comportements et il va y avoir de plus en plus d'investissements pour toutes les données qui ne sont pas encore collectées. Ça va avoir un impact majeur sur l'ensemble des facettes de notre société. Je veux dire, ici, c'est évident, à partir du moment où des voitures autonomes deviennent la norme, imaginez toutes les facettes de société qui vont changer. Être chauffeur, camionneur, taximan, ça ce sont les premières conséquences immédiates. Imaginez comment vous allez devoir vous habituer à éventuellement laisser une voiture autonome amener vos enfants à l'école. Ça va être un ensemble de vrais changements sur l'ensemble des facettes de la société. Mais ça ne s'arrête pas uniquement aux éléments de mobilité. Je voulais montrer certains exemples au niveau du sport parce que je trouve ça particulièrement intéressant. Il y a toute une série d'algorithmes qui apprennent à interpréter ces mêmes données, ces mêmes scans dans une partie de basketball, par exemple. Ils cherchent à interpréter comment est-ce que les joueurs bougent entre eux, comment est-ce qu'ils interagissent, qu'est-ce qu'une passe, qu'est-ce qu'une séquence. En interprétant toutes ces différentes informations, les algorithmes en fait, cherchent à calculer les taux de conversion, qu'est-ce qui va augmenter les chances qu'un joueur score, et potentiellement quelles sont les meilleures stratégies pour gagner la partie. Ici, ce que je vous montre, c'est un scan de joueurs qui opèrent une certaine type de passe. Ça se traduit par les taux de conversion sur l'ensemble des localisations des joueurs sur un terrain de basketball.
Et ça se traduit par non seulement des recommandations en cours de partie aux coachs, aux interactions qu'ils ont avec les joueurs, et évidemment aussi dans les sites de jeux, de paris. Ils utilisent cette information en temps réel afin de corriger leurs attentes sur la fin d'une partie. Si vous faites bien attention, et c'est une image qui tourne en boucle, si vous voyez les joueurs en train de bouger sur le terrain, vous allez voir qu'ils correspondent aux points qui bougent sur l'écran en dessous. Voici une illustration de ce qui se passe aujourd'hui en termes de dernier cri des capteurs, par exemple appliqués au secteur du sport. Dans un autre domaine, voici des exemples de l'entraînement qui est suivi par les athlètes américains qui se préparent pour les Jeux Olympiques. Il y a des capteurs sur l'ensemble de la piscine qui prennent en continu des photos en haute définition afin d'optimiser l'angle, la courbure, l'intensité de chacun des mouvements des athlètes. C'est probablement pour ça qu'on n'a pas encore gagné en natation en Belgique. On arrive clairement à un point où, et je vous dis pourquoi est-ce que j'aime bien utiliser le sport, c'est parce qu'on a toujours l'impression que le big data, c'est uniquement pour les grandes entreprises. En fait, pas du tout. Le big data s'intègre à l'ensemble des facettes de nos sociétés. Il y a moyen d'appliquer le big data dans la gestion publique, dans le gouvernement, évidemment aux élections. Il y a moyen de l'appliquer dans le sport, il y a moyen de l'appliquer à la religion. C'est vraiment utilisable dans toutes les différentes facettes. Et on reviendra là-dessus par la suite, mais il va y avoir toute une série de questions qu'on va pouvoir se poser. Par exemple, si l'ensemble des athlètes au monde ont accès à ce genre de technologie, qu'est-ce qui va déterminer que quelqu'un gagne vraiment ? Je vous ai parlé du fait que la collecte de données s'est généralisée. Il y a une autre tendance qui s'est généralisée, qui est le fait qu'on commence à mélanger des sources de données qui n'ont jamais été mélangées auparavant. Et ce mélange, cette intégration de données, en fait, nous permet de découvrir des schémas qui sont très inattendus, très nouveaux, et qui en fait nous permettent à nouveau d'améliorer la décision, mieux atteindre certains objectifs. En introduction, Stanislas parlait du fait que dans ma société, on avait trouvé des algorithmes, on avait trouvé des méthodes pour anonymiser et agréger vos données télécom, ce que vous faites avec votre téléphone chaque jour, afin d'adresser des problématiques de santé publique, des problématiques de réduction de pauvreté. Et donc oui, il y a moyen, avec vos données télécom, anonymisées et agrégées, de réaliser certains objectifs du millénaire. Qu'est-ce que j'ai fait à travers l'Afrique pour combattre la malaria, pour combattre Ebola, pour combattre Zika, toute une série de différentes épidémies, c'est que je cartographiais la mobilité des gens grâce à leurs données télécom, et que ces cartographies de mobilité, on les mélangeait avec les données médicales, avec les bases de données médicales. Ce qui permettait à UNICEF, à la Croix-Rouge par exemple, en Afrique de l'Ouest, de définir, quand un nouveau cas d'Ebola apparaissait dans une ville, quel était le flux normal de propagation de cette épidémie compte tenu de la mobilité des gens. Vous ne vous rendez pas compte à quel point il est essentiel de mélanger ces données pour mieux agir sur le terrain. Vous ne vous rendez pas compte à quel point les interactions entre communautés vont entièrement expliquer la propagation d'une épidémie. Et donc ici, c'est la deuxième très grande tendance qui se passe au niveau du big data. Au-delà de la collecte de masse, c'est le fait qu'on commence à mélanger des données qui n'ont jamais été mélangées avant et que ce mélange nous permet d'aller encore beaucoup plus loin. Et alors, il y a tout ce qui se passe au niveau de l'analyse, au niveau des algorithmes. Ici, ce que je suis en train de vous montrer, c'est au-delà de la collecte, ce qu'on fait avec la donnée est devenu particulièrement surprenant. Ici, je vous montre la partie de Go, dont vous avez sans doute entendu parler, où l'intelligence artificielle de Google est arrivée à battre le champion du monde. Ici, en fait, en dessous, vous avez une illustration du type de scénario
qu'opèrent l'algorithme et l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, il cartographie tout un ensemble de possibilités sur lesquelles il va déterminer des statistiques, des probabilités, un potentiel meilleur outcome afin de prendre une décision et d'avancer étape par étape. Ces algorithmes, évidemment, nous montrent que voilà, ils ont dépassé la capacité humaine pour ce jeu en particulier. Mais il y a plein d'autres exemples où en fait, ces algorithmes détectent des schémas que les humains n'avaient jamais détectés auparavant. Par exemple, dans la lutte contre le cancer, il y a des patterns et des signes early signals, des signaux préventifs qui sont détectés par ces algorithmes qui n'avaient jamais été détectés auparavant par les humains. Et donc vous allez voir qu'il y a un ensemble de théories qui vont évoluer de par la mise en place de ces algorithmes, mais fort heureusement, il y a encore des erreurs. Et donc, par exemple, pour cet algorithme de reconnaissance visuelle, dans ces deux cas de figure, il y a uniquement des chiens. Vous voyez, donc, heureusement, aujourd'hui, on est encore toujours dans une situation où voilà, les algorithmes progressent très très bien, mais il y a encore certaines choses qui n'arrivent pas encore tout à fait à distinguer. Je vous montre ces erreurs, mais au-delà de vous faire sourire, c'est simplement pour mettre en avant le fait que les algorithmes apprennent et ils apprennent assez vite. On est en fait dans un mécanisme où on a un peu une matière brute qui est en train d'être taillée, qui est en train d'être affinée. Et donc, vous allez voir progressivement ces erreurs disparaître. Vous avez sans doute déjà eu une expérience comme ça où, dans le temps, Google faisait une recommandation stupide dans un moteur de recherche et au fur et à mesure, vous avez moins en moins d'exemples. C'est la même dynamique qui est en train d'arriver avec les algorithmes. Avec leur apprentissage, ils cherchent à justement améliorer leur efficacité et leur pertinence. Tous les exemples que je viens de mentionner jusqu'à présent, c'est ce que je considère être le dernier cri dans l'industrie. Il y a évidemment de nombreux autres exemples. J'ai essayé de ne pas trop aller dans la technique pour vous embêter avec cela, mais ça correspond plus ou moins au dernier cri. Et pour moi, la conclusion, le so what de ces tendances, c'est qu'on est en train de vivre quelque part un changement de rythme organisationnel, un changement de rythme sociétal. Et pour illustrer ça, j'ai repris la photo d'Henry Ford, qui quelque part avait à un moment aussi changé un rythme au niveau de la mobilité au niveau mondial. Et on a quelque part ce privilège de pouvoir coexister dans ces deux mondes en même temps. Et quand je dis que le rythme du monde est en train de changer, j'ai presque envie de vous poser la question, dans ces entreprises-ci, lesquelles seront encore présentes d'ici 10 ans? Dans le temps, on n'arrêtait pas de penser que les organisations étaient too big to fail. Est-ce encore le cas aujourd'hui? En fait, ce changement de rythme, il est particulièrement animé par la tendance technologique, par le fait qu'il y a un océan d'acteurs technologiques, généralement des startups, qui cherchent à utiliser cette révolution digitale pour prendre la place des très grands acteurs existants. C'est ça, en fait, le moteur, l'essence qui est en train d'alimenter cette transformation. Je voulais, pour illustrer le fait qu'il y a un océan de boîtes technologiques, plutôt que vous montrer une cartographie de toutes les startups qui sont actives dans le digital, ce qui est une analyse qui est assez peu digeste, je voulais vous montrer un exemple de niche, une startup en fait qui s'intéresse aux capteurs pour les vaches. Vous n'allez jamais avoir entendu parler d'une boîte qui s'appelle le Silent Herdsman. Et en fait, ils font du travail qui est assez exceptionnel. Ils viennent de se faire racheter d'ailleurs. Ils mettaient des capteurs sur les vaches. Ils arrivaient à traquer l'ensemble des métriques corporelles de la vache, le bien-être, le battement, le niveau de stress, la mobilité à travers le champ. Et alors, ils faisaient toute une série de recommandations aux fermiers sur le meilleur moment de fertilisation de la vache, comment augmenter la productivité de production de lait. Et à travers ce petit cas de figure-là, ils arrivent à augmenter la production de l'ordre de 30%. C'est un exemple de niche. Et il y a des millions de startups qui cherchent à trouver ces niches
à les faire grandir à travers l'échelle planétaire et à potentiellement prendre la place des très grands acteurs. Et vous voyez, il y a toute une série de petites boîtes comme ça qui apparaissent à travers le monde et qui sont en concurrence les unes avec les autres. Et ce sont vraiment ces entreprises-là qui créent quelque part ce torrent de changement et ce changement de rythme. Et juste pour clôturer ce premier chapitre de mon intervention autour de l'ampleur de cette révolution du big data, je vais vous laisser avec une première question et on y reviendra par la suite. C'est que fait-on avec tous ces gains de productivité? Parce qu'en fait, l'ensemble des différentes entreprises tech, dont la mienne, en fait, notre objectif, il est assez simple. Il n'a pas changé par rapport aux entreprises traditionnelles, c'est qu'on cherche à délivrer des gains de productivité. Et la technologie est un incroyable vecteur de gains de productivité. Et que fait-on avec ces gains de productivité? Est-ce qu'on les réinvestit dans la société pour les opportunités suivantes, dans l'emploi futur, dans les nouvelles compétences et compagnie, ou est-ce qu'on les concentre en richesse? Et on reviendra sur cette question dans les enjeux sociétaux. Maintenant, un peu moins de général, un peu plus peut-être de concret. J'espère ici vous donner quelques conseils qui peuvent être pratiques pour vos organisations. Et les conseils que j'ai envie de partager maintenant sont pas propres aux entreprises privées, c'est tout à fait applicable dans le secteur public. En fait, souvent, quand je pose la question à des dirigeants d'organisation, quelle est votre stratégie, quelle est votre approche big data? Dans 90% des cas, ils ont tendance à me donner une réponse technologique. Ils ont tendance à me citer le fournisseur qui les accompagne dans ce projet. Ils ont tendance à me dire « Ah, mais moi, stratégie big data, c'est Watson d'IBM, c'est Oracle, c'est SAS. » Et je ne sais pas ce que vous auriez répondu à cette question, mais si vous auriez répondu par la technologie, vous faites probablement une erreur parce que c'est précisément la raison pour laquelle ça ne marche pas. C'est d'ailleurs souvent un sujet malheureux quand je demande combien d'argent est-ce que vous avez dépensé dans cette technologie. C'est souvent centaines de millions d'euros. Et puis alors je demande, tiens, allons nous asseoir à côté de l'un de vos employés pour voir qu'est-ce qu'ils consomment de ces 100 millions d'euros. Quand on s'assied à côté de l'employé, on se rend compte que ça ne marche juste pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une série de technologies qui sont très très chères, qui sont accumulées les unes à côté des autres comme des énormes silos. Et puis l'utilisateur doit essayer de se débrouiller pour tisser des liens entre tous ces différents silos, des données, jusqu'à ces problématiques quotidiennes. Et ça ne marche juste pas. Ça ne marche juste pas. Avoir une approche en fait transversale et applicative du big data, ça va faire une très grande partie des recommandations que je vais vous donner aujourd'hui. Et ce sera évidemment inspiré de tous les essais-erreurs que j'ai pu faire comme start-up, parce que, comme Stanislas l'a expliqué, voilà, mes clients sont les opérateurs télécoms. Donc je travaille quelque part pour des très grandes boîtes, et elles seront uniquement intéressées de travailler avec moi si j'arrive à résoudre leurs problèmes et faire en sorte qu'elles utilisent mes applications pour améliorer l'expérience avec leurs clients. Et donc ici, ce que je vais faire avec vous, c'est partager toutes les tentatives que j'ai faites et ce que j'en ai retenu. Vous allez voir que je vais être très anti-technologie, très anti-silo, très pro-application, très transversal. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en gros, pour moi, le big data, ça ne fonctionne uniquement quand vous arrivez à intégrer des applications dans le travail quotidien des gens. Si l'analyse de données fait partie intégrante du travail quotidien, des décisions qui sont répétées tous les jours, alors votre big data va fonctionner. Et que ce soit dans l'académique, que ce soit dans le secteur public ou que ce soit dans le secteur privé. Et une application, fondamentalement, c'est quoi? C'est bien comprendre un contexte, qui est l'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait tous les jours, quelles sont les données disponibles, comment est-ce que je peux les mélanger, comment est-ce que je peux les enrichir, afin d'aider les décisions qui sont prises au quotidien dans un front-end. Et j'ai envie de traduire ça par 7 facteurs de succès. Ici, ça va peut-être encore être un petit peu technique, mais mon premier conseil pour vous permettre de mieux utiliser le big data, c'est d'arrêter de voir le big data comme un projet technologique et de commencer à le voir comme un véritable produit. Et ces deux mots n'ont peut-être pas nécessairement beaucoup de sens
Pour vous, je vais essayer de vous donner des exemples. Dans le monde du projet, en fait, l'objectif, c'est juste d'installer un logiciel et l'unité de base, c'est le jour homme. Et généralement, les projets Big Data ont beaucoup de jours hommes. L'optique d'un produit, c'est vraiment de se dire, OK, appliquons une chaîne de valeur où il va continuellement avoir des itérations et des boucles de rétroaction entre toutes les différentes étapes d'interaction avec l'utilisateur final. Un projet, souvent, il a 150 requirements que l'on note correctement, puis alors l'équipe projet part en sous-marin, disparaît pendant 6 mois, réapparaît et dit « on a réussi les 150 requirements », et puis l'utilisateur final dit « ah mais c'est pas ça ce qu'on voulait ». L'approche produit, c'est prendre ces 150 requirements, prendre les 10 premiers, travailler pendant 2 semaines, interagir, montrer les premiers sketchs, les premiers mock-ups, les premiers prototypes, vérifier que ça correspond exactement à ce dont l'utilisateur a envie, et alors si c'est le cas, continuer. Arriver à créer ces itérations en continu avec les utilisateurs. Ma deuxième recommandation clé, c'est dans votre stratégie Big Data, est-ce que vous vous êtes posé la question de qui est votre utilisateur? Ici, vous voyez une photo de mes clients, des responsables régionaux des ventes chez MTN en Côte d'Ivoire. MTN est le plus grand opérateur télécom d'Afrique. Ça, c'est mon utilisateur. Je peux vous dire précisément quels sont ses objectifs. Je peux vous dire précisément qu'est-ce qui détermine son salaire. Je peux vous dire précisément quelles sont les difficultés auxquelles il est confronté au jour le jour. Par exemple, ce responsable régional des ventes, il n'aime vraiment pas interagir avec le département informatique. Parce qu'il n'est pas nécessairement très intellectuel, c'est quelqu'un qui a grandi sur le terrain. Le département informatique, dès qu'il se pointe avec une requête de données, lui donne un formulaire où il ne comprend pas la moitié du vocabulaire. Il n'arrive pas à décrire ce dont il a besoin dans le format requis pour le département informatique. Et donc, tout ce que je peux faire dans mon produit pour faire en sorte qu'ils ne doivent pas s'embêter avec la collecte de données, ils ne doivent pas s'embêter à la manière de la traiter, mais il peut juste se concentrer sur les recommandations qu'on lui donne, où est-ce qu'il peut aller recruter des points de vente, où est-ce qu'il a des problèmes de disponibilité. C'est ça, bien comprendre son utilisateur final. Si vous arrivez à bien faire ça dans vos approches Big Data, vous allez voir que vous allez augmenter les chances que ça crée de la valeur. Ma troisième recommandation, c'est convergent par rapport à la philosophie projet, par rapport à la philosophie produit, c'est est-ce que vous avez plutôt une approche à faire des plans sur 4 ans, ce sous-marin qui à un moment disparaît, ou est-ce que vous avez cette approche de dire, OK, en fait, si mon objectif c'est la mobilité, je n'ai pas nécessairement besoin de construire une voiture en 4 ans, peut-être que je peux simplement commencer à me déplacer avec un skateboard, ensuite passer à une trottinette, puis à une mobilette, et puis alors enfin construire ma voiture. Et j'aime vraiment bien montrer cette image parce que souvent, l'expérience de mes différents clients, c'est que la ligne du haut, ça a été un programme Data Warehouse particulièrement douloureux. Et la ligne du dessous, c'est ce que j'essaye de faire avec eux. Avoir cette dynamique en fait itérative, elle est possible uniquement si vous suivez l'utilisation qui est faite de votre Big Data et potentiellement l'impact qui en ressort. Et ça, c'est une question qui fait souvent mal à différents dirigeants, parce qu'ils disent « j'ai plein de Big Data, j'ai plein de technologies, j'ai plein de reporting ». Et je leur pose la question, OK, est-ce que vous savez qui consulte vos reportings, à quelle fréquence? Et généralement, la réponse est non. Et dans certains cas de figure, ils disent, mais je vais te prendre au mot, faisons cette analyse. Et ils se rendent compte que 99% des rapports qui sont créés ne sont tout simplement pas utilisés. Pour créer une boucle de rétroaction, vous avez besoin de vous intéresser à l'usage, vous avez besoin de vous intéresser à l'impact. C'est comme ça qu'on clôture la boucle. Et je pense que vous l'aurez saisi, je ne suis pas vraiment un homme du reporting, je suis plutôt un homme qui a envie de créer des résultats. Et pour avoir un résultat, nécessairement, il faut qu'il y ait une action, il faut qu'il y ait une tâche.
la majorité du temps, je vois des reportings qui sont très très riches dans les différentes organisations que je rencontre. Et souvent, je leur pose la question, mais tout ce beau reporting, c'est lié à quelle tâche, c'est lié à quelle décision qui va être potentiellement répétée tous les jours. Ici, vous voyez, à nouveau, pour mon responsable régional des ventes, là, je suis en train de lui recommander une série de tâches sur une trajectoire qu'il doit faire sur une journée, les points de vente qu'il doit aller visiter, avec quelles actions en particulier. Ma 6e recommandation, ça va être devenez des champions du big data. Faites vos itérations et n'arrêtez pas d'essayer d'acquérir plus de données. Au plus de données, au meilleures les décisions. Arrivez à avoir des meilleurs algorithmes. Ici, Vincent, je te fais un clin d'œil. C'est la méthode de Louvain-la-Neuve qui a été appliquée en fait à une analyse de diffusion, une analyse de graphe social. Je vais vous expliquer cela un peu en détail. Ici, en fait, cet énorme graphe social, c'est l'ensemble des transactions mobile money de l'Ouganda. Chacun des différents points, c'est une personne, et chacune des lignes, ce sont des transactions financières. Et en fait, ce n'est pas l'ensemble des transactions de l'Ouganda, c'est l'ensemble des transactions de l'utilisateur le plus actif d'Ouganda. Ça, c'est l'ensemble des 4 mois de données. Et alors, sur la gauche, vous voyez la propagation. Comment, en une semaine, il a créé un premier graphe. En un mois, il s'est approfondi. 3 mois, 4 mois. Qu'est-ce qu'on mesure ici, en fait? On mesure l'impact d'une personne extrêmement active sur l'adoption du mobile money. Le mobile money, c'est simplement virtualiser votre cash. Il faut savoir que l'utilisation du mobile money est le meilleur facteur de réduction de la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'on arrive à permettre à des gens très pauvres de créer de l'épargne. Et en fait, l'épargne est vraiment le facteur le plus déterminant pour sortir de la pauvreté, parce qu'avec l'épargne, on arrive à surmonter différents types de crises auxquelles on peut être confronté, de santé, d'emploi et compagnie. Et donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé les données télécom pour non seulement voir les leaders sociaux, pour voir les utilisateurs les plus actifs. J'ai regardé leurs liens pour voir comment est-ce qu'ils diffusaient l'utilisation à travers le réseau, afin de mieux cibler les gens qu'il fallait éduquer, mieux cibler les gens qui avaient un potentiel de viralité et de propagation très importante. Et donc, avoir des meilleurs algorithmes vous permettent à nouveau d'être meilleurs dans le big data que vous mettez en place. Et puis alors, il y a des meilleures optimisations. Certains d'entre vous avaient peut-être déjà remarqué que quand vous vous connectez sur le site d'Amazon et vous faites refresh à plusieurs reprises, à un moment, cette page d'arrivée va changer. Donc ici, voilà, vous voyez 2 sites différents. OK. Maintenant, je vais vous montrer en aller-retour le type de changement et le type de tests qui vont être faits sur le site d'Amazon. Ils vont changer des couleurs, ils vont changer les messages, ils vont changer éventuellement les produits qui vont être mis en avant. L'ensemble de ces A/B tests, en fait, sont faits en continu dans l'ensemble des sites technologiques afin d'établir, OK, avec quelle interface est-ce que j'ai le plus de chances de créer une conversion. Et donc là aussi, les champions du big data ont tendance à utiliser ces optimisations en continu. Et alors, peut-être juste pour finir, mon dernier conseil concret pour potentiellement faire en sorte que le big data fonctionne pour vous, c'est vraiment de réfléchir à votre organisation d'un point de vue end-to-end. La quantité de fois où j'ai vu des organismes qui ont parfois des très bonnes analytiques, des recommandations de tâches, mais qui étaient simplement isolés au sein d'une petite tâche, au sein d'un travail, au sein d'un tout petit département, sans penser à comment est-ce qu'ils se connectent au département suivant, comment est-ce qu'ils se connectent au client final, à l'utilisateur final, c'est la plus grande source d'opportunités que je vois chez mes clients. C'est toujours
le plus grand driver. J'espère pas vous avoir fait peur, mais j'ai quand même envie de conclure avec une série d'enjeux sociétaux. Parce que je suis bien conscient que la tendance que j'ai un petit peu pu vous présenter aujourd'hui, il y a énormément de potentiel, mais il y a des risques associés aussi. Et quelque part, mon point de départ, c'est simplement de dire, OK, la donnée en soi n'est ni bonne ni mauvaise. Mais il va y avoir, avec ces données, toute une série d'enjeux, toute une série de questions. Je n'ai pas envie de donner des réponses aux questions, je vais plutôt les laisser ouvertes. Et je serai évidemment très heureux d'en discuter avec vous si vous en avez le souhait tout à l'heure. Et le premier enjeu, ça va être justement comment est-ce qu'on arrive à arrêter de décrier la collecte de données. Comment est-ce qu'on va arrêter de dire que les données sont potentiellement mauvaises et faire évoluer le débat vers est-ce qu'il y a des applications qui sont désirées ou non. Aujourd'hui, j'ai souvent l'impression que le débat est beaucoup plus sur la donnée bonne et mauvaise, et donc on va réparer ça en mettant plus de contraintes sur la vie privée. C'est partir du principe que collecter des données, c'est suspicieux. C'est partir du principe que la donnée en soi est mauvaise. La même donnée de localisation peut en effet être utilisée pour faire du marketing ciblé, géolocalisé, peut être utilisée pour vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un qui essaie de pirater votre compte email, pirater votre carte de crédit, tout comme peut être utilisée à des fins d'espionnage. La donnée est la même dans tous ces cas de figure. Par contre, l'application de cette donnée peut particulièrement changer. Un des enjeux, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir une discussion équilibrée et nuancée sur les applications qui sont désirées ou non. Il y a un chercheur merveilleux au MIT qui s'appelle Yves-Alexandre de Montjoie qui dit la quantité de temps qu'on a passé à débattre quelle est la bonne manière d'anonymiser ou non les données est disproportionnée par rapport à la réflexion législative qui a eu lieu sur pourquoi est-ce qu'on ne rendrait pas pénal le fait de dénonymiser les données. C'est un exemple de sujet qu'on pourrait apporter différemment. Le deuxième enjeu, il va être politique. Et ne voyez pas la séquence des enjeux comme un classement d'une hiérarchie. Donc, celui-ci, c'est probablement l'enjeu le plus critique. Qu'est-ce que j'ai illustré ici? C'est la performance de Donald Trump en fonction de la densité de population. Et donc, en gros, ce que montre ce graphe, c'est que dans les zones particulièrement rurales, peu denses, Donald Trump a des très bons résultats, alors que dans les zones urbaines, particulièrement denses, c'est plutôt Hillary Clinton qui gagne. En fait, la révolution digitale, le big data, crée toute une série d'enjeux qui se traduisent après en enjeux politiques. L'automatisation, quel va être l'avenir de l'emploi, le sens du travail, la répartition des richesses, ça va être un ensemble de sujets qui vont créer des crises politiques. Il va y avoir des divisions entre les citoyens, entre la ruralité, les urbains, les intellos ou non, les gens qui arrivent à s'adapter ou non. Et en fait, cette crise politique, pour le moment, on est juste en train de la traiter en disant on n'aime pas Donald Trump. C'est un peu dommage. On n'est pas vraiment en train de parler des causes qui se sont traduites par l'arrivée d'un Donald Trump, et on n'est en tout cas pas en train de les adresser. Un troisième enjeu, c'est que la notion de vérité va changer. Parce que malgré l'incroyable explosion de données qui sont collectées, de faits qui sont nouveaux, on n'arrive toujours pas à se mettre d'accord sur quel est le sens de la vérité entre différentes communautés. C'est particulièrement choquant avec les fake news. Qu'est-ce que je suis en train de vous illustrer ici? C'est un algorithme qui a été développé qui permet en gros de reproduire le mouvement des lèvres à partir d'un signal audio. En fait, à gauche, vous voyez l'original, à droite, vous voyez la reproduction de l'algorithme. C'est le même texte qui est prononcé. Et pourtant, ça a été appliqué sur des images
modifiés, artificiellement créés. Imaginez l'impact que ça va avoir sur la validité d'un enregistrement, la validité d'une vidéo, dès lors de la notion de vérité, et comment ça peut être utilisé à des fins particulièrement négatives. L'enjeu ici, c'est que ces algorithmes vont continuer à être développés, la diffusion d'informations va continuer à avoir lieu. Et donc si quelque part on a un intérêt à vouloir responsabiliser les gens sur quelle est justement la vérité qu'on a envie de partager comme citoyen dans des enjeux politiques, alors il va falloir trouver des réponses sur comment éviter que des fake news se propagent, comment est-ce qu'on a envie de responsabiliser les gens s'ils les créent. Je ne vais pas trop répéter la discussion qui a eu lieu hier sur le transhumanisme, mais évidemment qu'il s'agit d'un enjeu. Le big data, qu'il soit appliqué aux modifications génétiques ou qu'il soit appliqué à la robotique, vont aussi fondamentalement changer notre société. Il y a plusieurs métiers qui n'ont jamais été automatisés dans le passé, qui vont commencer à l'être. Et aujourd'hui, nous faisons rien pour préparer cette transition. Ici, vous voyez le type de dynamique qui vont changer à partir du moment où les robots peuvent à tout terrain livrer n'importe quel type de bien, où on commence à voir différents types de robots qui arrivent à répéter des tâches humaines basiques, mais qui aussi arrivent, au-delà du monde physique, à prendre le même type de décision qu'un médecin, les mêmes types de décisions qu'un avocat, et écrire des articles de journaux. J'approche quelque part de ma conclusion, mais vous l'avez compris, on est en train de créer une quantité phénoménale de gains de productivité, et le malheur de mes pairs à la Silicon Valley, c'est qu'ils ont tendance à voir ces gains de productivité comme l'incroyable manière pour eux de concentrer des richesses, comme ça n'a jamais été fait de l'histoire de l'homme. Et donc voilà, posséder à lui seul, le CEO d'Uber, plusieurs dizaines de milliards de dollars en richesse personnelle, c'est sans doute une belle réalisation. Je ne sais pas comment il arrivera à dépenser cet argent. Mais en tout cas, il y a une question corollaire qui en ressort, c'est s'il n'y a pas de réinvestissement de ces gains de productivité dans la société, on est en fait juste en train de concentrer des richesses. Et quand les richesses sont trop concentrées, typiquement des révoltes commencent à avoir lieu. Je fais partie des entrepreneurs tech qui n'ont pas un très grand intérêt pour la concentration des richesses. J'aime créer des entreprises, j'aime les faire grandir, j'aime avoir un impact sociétal. Et donc, cette question du réinvestissement, pour le moment, elle n'est pas clairement mise sur la table. Ça va être peut-être un des derniers enjeux. Et j'ai peut-être envie de terminer avec la note suivante. Donc certains d'entre vous le savent, mais mon père, pour le moment, est à l'hôpital. Il a une très longue vie, il a 88 ans. Je suis l'aîné de son deuxième mariage. Et il a vécu la Seconde Guerre mondiale. Et il m'a souvent raconté les anecdotes, parce qu'il avait 12-15 ans pendant cette Seconde Guerre mondiale. Il était jeune infirmier. Et alors, il me parlait avec beaucoup d'égard des différentes crises à travers lesquelles l'humanité est passée. Et typiquement, il y a toujours la même question qui se pose à nous, c'est quand on sait qu'il y a un tsunami qui est en train d'arriver, quand on sait qu'il y a une révolution qui est en train de se profiler, comment veut-on se comporter? Est-ce qu'on veut prévenir ou est-ce qu'on veut juste réagir? Et j'aimerais vous laisser cela en tête comme guise de conclusion, parce que pour le moment, on est plutôt en train de se résigner à devoir réagir le jour où ça se pointe. Ça n'est pas mon souhait, mais si c'est notre souhait commun, il faut peut-être qu'on commence à se bouger. Merci.